Sur le mont Everest, même en faisant tout correctement, on peut quand même mourir. Don Cash le savait. Il était un fils de fermier de l'Ohio qui s'était construit une vie à partir de rien. Il a perdu 3 doigts sur une montagne, une partie de son nez sur une autre, mais il a continué malgré tout. La veille de son départ pour l'Everest, il a écrit dans son journal de gratitude, il a dit qu'il n'avait aucun regret, qu'il avait fait la paix avec la vie et la mort. Ce avec quoi Don n'a jamais fait la paix, ce dont personne ne l'a averti, c'est ce qui lui est réellement arrivé à 25 mètres sous le sommet. Frances Arcentiev et son mari ont refinancé leur maison pour financer leur ascension. Elle était à quelques heures de devenir la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène en bouteille. Au moment où elle avait le plus besoin d'aide, d'autres alpinistes se tenaient juste à côté d'elle. Elle les a tous vus s'éloigner un par un, et Kalpana Dash a passé 18 ans à mériter sa place sur cette montagne, s'entraînant sur les marches d'un temple avec 30 kilos sur le dos parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire autrement. Avant de quitter la maison, elle a fait une promesse à sa mère. Elle l'a tenue. Elle n'est simplement pas rentrée à la maison comme elle l'avait prévu. 3 alpinistes, 3 histoires. Une montagne qui avait déjà décidé. Ils étaient déjà morts sur l'Everest. Le 23 mai 2019, à 8230 mètres sur le mont Everest, une alpiniste essaie de scendre encore d'un pas. Ses jambes refusent de répondre. Le vent hurle contre son masque à 65 km à l'heure. Ses lunettes s'embutent à chaque respiration pénible. Chaque pas donne l'impression de patauger dans du béton. Il y a 3 heures, elle se tenait au sommet du monde, bras levés en triomphe, souriant à la caméra. La partie la plus dure devait être finie. Elle avait atteint le sommet, elle avait gagné. Alors pourquoi son corps refuse-t-il d'avancer ? Juste en dessous, le visage de son Sherpa se tord entre la panique et la résignation, car il sait déjà ce qu'elle ignore encore. Il le savait il y a 18 heures lorsqu'il grimpait à cet endroit précis, et il l'a supplié de faire demi-tour. Il savait déjà ce que son cerveau privé d'oxygène ne pouvait pas comprendre. Elle est morte depuis des heures, elle ne le sait tout simplement pas encore. De la promesse qu'elle a faite à sa mère au message qui brisera le cœur d'une nation. Voici l'histoire de Kalpana Dash. Bienvenue dans l'extrême. Si vous aviez dit à Kalpana Dash, à l'âge de 30 ans, qu'elle se tiendrait un jour au sommet du mont Everest, elle vous aurait probablement ri au nez, car rien dans son parcours ne la prédestinait à devenir une alpiniste d'élite. Elle est née le 7 juillet 1966 dans un quartier de Dhenkanal, Odisha, une petite ville de l'Est de l'Inde, à environ 80 km de la capitale de l'État. Dhenkanal est connu pour ses temples, ses collines boisées et son commerce de marbre. Ce n'est pas vraiment un endroit réputé pour produire des alpinistes de classe mondiale. Son père n'était pas riche, il n'avait pas de relations, mais il aimait la nature. Le week-end, il emmenait la jeune Kalpana faire des randonnées dans les collines locales, y compris des ascensions du pic Kapila, de une montagne modeste avec un temple au sommet qui attirait les pèlerins, pas les alpinistes. Il grimpait avec des chaussures simples, sans équipement sophistiqué, juste un père et sa fille marchant à travers les forêts. Sa mère était le pilier émotionnel de la famille, traditionnelle et dévouée, le genre de mère qui voulait que sa fille ait de la stabilité et de la sécurité. Et Kalpana lui a donné exactement cela. Elle était une bonne élève et a ensuite obtenu son diplôme de droit en 1991. Au milieu de la vingtaine, Kalpana était avocate en exercice. Elle s'est mariée avec le docteur Sitakanta Dash. Elle menait une vie normale, stable et de classe moyenne dans une petite ville indienne. Elle se présentait au tribunal, elle traitait des affaires, elle vivait la vie que sa mère avait espérée pour elle. Si vous aviez rencontré Kalpana en 1996, à 30 ans, rien n'aurait laissé penser que moins de 10 ans plus tard, elle se tiendrait au sommet du mont Everest, car à cet âge-là, Kalpana était une avocate qui aimait la randonnée. C'est tout. Mais ensuite, quelque chose a changé. C'était peut-être ses randonnées d'enfance avec son père, ou une agitation intérieure due à une vie stable devenue trop étroite. Peut-être était-ce juste une voix dans sa tête disant « Est-ce tout ?» Quoi qu'il en soit, en 2001, à 35 ans, Kalpana Dash s'est inscrite à l'Institut d'alpinisme de l'Himalaya, à Darjeeling, pour un cours d'alpinisme de base. À 35 ans, à cet âge-là, commencer une discipline sportive d'élite est presque inédit, surtout dans un sport aussi éprouvant physiquement que l'alpinisme en haute altitude, où chaque année de plus vous coûte en capacité pulmonaire, en récupération musculaire et en aptitude du corps à s'adapter à des conditions extrêmes. Pour vous donner une idée,
Reinhold Messner, largement considéré comme l'un des plus grands alpinistes de tous les temps, a atteint son premier sommet majeur à 20 ans. Ed Wisters, une autre légende de ce sport, a commencé l'escalade sérieusement à 16 ans. Junko Tabei, la première femme à avoir atteint le sommet de l'Everest, a débuté l'alpinisme à 22 ans. À 35 ans, de nombreux alpinistes ont déjà conquis plusieurs sommets de plus de 8000 mètres. Certains commencent à se retirer du sport. Le pic physique pour les sports d'endurance survient généralement fin vingtaine ou début trentaine. Ensuite, la récupération ralentit et les blessures s'accumulent. Mais Kalpana passerait les 18 années suivantes à se prouver que l'âge n'est qu'un chiffre si l'on est prêt à souffrir et à endurer la douleur plus que quiconque. En 2000, elle a terminé le cours de base d'alpinisme à l'HMI de Darjeeling. Cela équivalait à 28 jours de travail technique sur corde, escalade sur glace, sauvetage en crevasse et acclimatation à l'altitude. Elle apprenait des compétences à 35 ans que la plupart de ses camarades pratiquaient depuis leur adolescence. L'année suivante, en 2002, elle est revenue pour le cours d'alpinisme avancé. Encore 28 jours de longues ascensions sur des parois de glace acérées et des terrains montagneux difficiles. Petit à petit, au cours des 2 années suivantes, elle a méthodiquement développé ses compétences, une certification à la fois, tout en travaillant comme avocate et en gérant un foyer. Ce qui rend son histoire remarquable, c'est que Kalpana ne s'est pas entraînée comme les alpinistes d'élite. Pour s'entraîner comme les élites, il faut un équipement spécialisé, il faut prendre des congés, et il faut répéter cela année après année pour acquérir les compétences qui comptent. Et en Inde, si vous n'êtes pas dans l'armée et que vous n'êtes pas riche, ce genre d'entraînement est tout simplement impossible. Kalpana n'avait ni le temps ni l'argent, alors elle a improvisé. Près de chez elle, à Dhenkanal, se dressait le mont Kapilas, le sommet qu'elle avait gravi enfant avec son père. À sa base se trouvait un temple hindou accessible par 1352 marches de pierre taillées dans le flanc de la montagne. Les pèlerins gravissaient ces marches pour aller prier. Kalpana les gravissait pour s'entraîner. Chaque jour, pendant des années, elle attachait un sac à dos de 30 kilos sur ses épaules et gravissait ses 1352 marches. 5 fois en haut, 5 fois en bas, cela fait plus de 13 000 marches par séance seule pendant des années. La plupart des gens ne peuvent de même pas imaginer un tel niveau de souffrance auto-infligée. Mais c'est ce qu'il faut quand on commence à 35 ans sans argent et sans réseau de soutien. Tu crées ta propre montagne parce que tu ne peux pas te permettre d'accéder au vrai. En 2003, à l'âge de 37 ans, Kalpana a rejoint une expédition pour tenter l'ascension du mont Satapant et du mont Bhagarati dans l'Uttarakhand. C'étaient de véritables sommets de montagne de 22 000 pieds. Les gravir nécessitaient des compétences techniques d'alpinisme, de l'endurance en haute altitude et la capacité de fonctionner dans un air appauvri en oxygène. Elle a atteint le sommet des deux. Pour elle, c'était la preuve ultime qu'elle pouvait gravir de vraies montagnes. Alors elle s'est fixé l'Everest comme objectif. En 2004, à l'âge de 38 ans, Kalpana est arrivée au Népal pour sa première tentative sur le mont Everest. Elle avait rassemblé des fonds comme elle pouvait grâce à ses économies personnelles, à de petits dons d'entreprises et à des prêts. L'expédition a coûté plus que le salaire de 5 ans pour la plupart des habitants de Dhenkanal. Elle a traversé la cascade de glace du Khumbu, ce labyrinthe terrifiant de tours de glace mouvantes qui tuent des alpinistes chaque saison. Elle a franchi la Khombe Ouest, elle a gravi la face du Lhotse. Elle a atteint le camp 3 à environ 7300 mètres d'altitude, à seulement 700 mètres de la zone de la mort. Et puis, le temps a changé. Des vents de courant jet, une visibilité nulle, une tempête rendant toute ascension suicidaire. Son équipe est redescendue. La tentative est un échec officiel. Mais atteindre 7300 mètres à 38 ans après avoir commencé l'alpinisme à 35 ans, cela serait déjà remarquable pour la plupart des gens. Kalpana considérait cela comme un essai. La prochaine fois, elle pourrait aller plus loin. En 2006, à 40 ans, elle a réessayé. Cette fois, elle est allée beaucoup plus haut. Elle est arrivée au camp 4 à environ 7900 mètres. Elle a même commencé son ascension finale et elle est montée jusqu'à 8045 mètres à seulement 800 mètres du sommet. Mais une fois de plus, les conditions météorologiques se sont dégradées. Les réserves d'oxygène ont diminué. Elle a dû redescendre. Vous imaginez ? 2 tentatives, 2 échecs. À ce stade, la plupart des gens auraient abandonné. La plupart des gens auraient dit « J'ai fait de mon mieux. Je suis monté jusqu'à 8045 mètres. C'est plus haut que ce que 99,9% des humains atteindront jamais. C'est suffisant. » Mais Kalpana n'était pas comme la plupart des gens. Elle a compris qu'elle était toujours plus proche que ce que tout le monde pensait. En 2008, à 42 ans, elle a commencé à se préparer pour sa 3e tentative. Et c'est là que la véritable lutte a commencé.
car le problème n'était pas sa capacité ou sa détermination, c'était l'argent. Toujours une question d'argent quand on veut accomplir l'extraordinaire en venant d'un milieu ordinaire. L'expédition coûtait des centaines de milliers de roupies. C'était plus que ce que la plupart des gens à Denkanal gagnaient en 5 ans. Les seuls frais de permis s'élevaient à 11 000 $ américains. Ensuite, il y avait l'équipement, les guides, les sherpas, les bouteilles d'oxygène, la nourriture, le transport, l'hébergement. Elle a écrit au gouvernement de l'État d'Odisha pour demander du soutien, sans réponse. Elle a aussi sollicité des subventions au ministère des Sports. Rien. Elle a contacté l'autorité indienne des sports, silence radio. Alors, Kalpana s'est directement adressée aux entreprises. Elle a rassemblé des fonds, un don d'entreprise à la fois, suppliant chacune de croire en elle, alors que le gouvernement ne le faisait pas. De son propre aveu, sa situation financière était très faible et précaire. Elle hypothéquait son avenir pour une montagne. Si elle échouait une 3e fois, elle n'aurait plus rien, plus de sponsors, plus de soutien, seulement des dettes. Mais il y avait autre chose qui la poussait, la poussant au-delà de la simple ambition personnelle. Elle dira plus tard « Je veux prouver au monde entier que les femmes Zodia ne sont pas moins capables de relever les défis d'une aventure. » Il s'agissait de représenter son état, les femmes, et prouver qu'une femme de la classe moyenne venant d'une petite ville pouvait se tenir là où seules les élites s'étaient tenues auparavant. Et elle l'a fait. Le 21 mai 2008 vers 11h30 du matin. À l'heure du Népal, Kalpana Das a atteint le sommet du mont Everest par la voie de l'arête sud-est, plantant le drapeau indien à 29 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Elle est devenue la première personne de l'Odisha à se tenir au sommet du monde. 7 ans après avoir commencé l'alpinisme, à 35 ans, 3 tentatives, 2 échecs, un triomphe, et elle ne faisait que commencer. Ce sommet a prouvé qu'elle pouvait gravir l'Everest, qu'ignorer le doute fonctionnait et qu'on pouvait repousser les limites. En juin 2010, à 44 ans, elle a tenté l'ascension du mont Denali en Alaska, le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Le Denali est connu pour son climat brutal, la technicité de son ascension et un taux de réussite d'environ 50% seulement. Elle y est parvenue. En octobre 2014, elle a atteint le sommet du Kilimandjaro en Afrique. Puis, 2015 est devenue son année décisive. En janvier, elle a atteint le sommet de l'Aconcagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud. En juillet, le mont Elbrus en Russie. Entre 2008 et 2016, Kalpana a systématiquement conquis certains des plus hauts sommets de la Terre. Elle est devenue l'une des rares femmes indiennes à accomplir cet exploit. Honnêtement, cela reste l'une des réalisations d'alpinisme les plus impressionnantes de l'histoire indienne. Pour Kalpana, il ne s'agissait jamais seulement d'une réussite personnelle. Chaque sommet était une déclaration. Chaque photographie était un message. Les femmes des petites villes indiennes peuvent le faire. La culture Odia mérite d'être reconnue. Commencer tard ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et en 2017, elle a fait quelque chose qui a défini son héritage plus que n'importe quel sommet. Elle a fait don de tout son équipement d'alpinisme de son expédition à l'Everest en 2008 au musée d'État d'Odisha. Sa combinaison d'alpinisme, son masque à oxygène, ses bottes, ses piolets, tout ce qui l'avait porté jusqu'au sommet du monde. Et pourquoi ? Dans ses propres mots, pour inspirer et motiver les filles et les femmes à accomplir tout ce qu'elles désirent. Lorsque 2019 est arrivé, elle avait déjà gravi certains des sommets les plus difficiles du monde. Et cette année-là, à 52 ans, Kalpana a annoncé qu'elle retournerait à l'Everest pour accomplir quelque chose d'historique. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi y retourner ? Elle avait déjà atteint le sommet de l'Everest en 2008, elle n'avait plus rien à prouver. Mais Kalpana n'y retournait pas pour la gloire personnelle, elle y retournait avec un message. L'expédition s'appelait l'expédition des 3 femmes, la première fois que des femmes d'Inde, du Népal et de Chine tenteraient l'Everest ensemble en tant qu'équipe unifiée. Kalpana représenterait l'Inde. Kunshi Mayatamang, la première femme népalaise à avoir atteint le sommet de l'Everest et ambassadrice de bonne volonté de l'ONU Femmes, représenterait le Népal. Liamuma de Chine compléterait le trio. L'expédition a été organisée par le légendaire Pemba Dorje Sherpa, qui a atteint 18 fois le sommet de l'Everest et détient un record du monde Guinness. L'Office du tourisme du Népal a qualifié l'expédition d'innovante. Elle a été conçue pour promouvoir Visite Népal 2020 et transmettre un message sur les capacités des femmes dans les sports d'aventure. C'était une déclaration sur l'autonomisation des femmes, la coopération régionale et faire tomber les barrières, mais aussi quelque chose de plus profond et personnel. Le jour de la fête des mères, le 12 mai 2019, Kalpana a publié une photo sur les réseaux sociaux depuis le camp de base de l'Everest, à 17 500 pieds d'altitude. La photo montrait sa mère, Sila Baladash,
la femme qu'il avait élevée dans cette petite ville, qu'il avait soutenue même lorsque le gouvernement ne le faisait pas, qui avait vu sa fille poursuivre un rêve impossible pendant 18 ans, et Kalpana a écrit un message en Odia à côté de la photo de sa mère. « Buasishi Everest. Maman, je reviens de l'Everest. » C'était une promesse d'une fille à sa mère, et cela deviendrait la phrase qui hante tous ceux qui connaissent cette histoire. Parce que Kalpana Dash est bien revenue de l'Everest, elle a tenu sa promesse à sa mère. Elle n'est simplement pas rentrée chez elle comme elle l'entendait. 20 mai 2019, camp de base de l'Everest. Kalpana se tient dehors, regardant la montagne. À ses côtés, des guides expérimentés et des Sherpas observent nerveusement, car quelque chose n'allait pas sur la montagne ce printemps 2019, et tous ceux qui grimpaient sur l'Everest depuis des années pouvaient le sentir. D'abord, le cyclone Fanny a frappé début mai. La tempête a détruit environ 100 tentes au camp, 2 ensevelis du matériel sous 60 cm de neige et perturbé tout le programme d'acclimatation de la saison. Les équipes qui auraient dû faire la rotation entre les camps étaient de coincées au camp de base, attendant que le temps s'améliore. Deuxièmement, le Népal avait délivré 381 permis d'ascension cette saison-là. C'est un record. En ajoutant les Sherpas et le personnel de soutien, il y avait entre 750 et 900 personnes qui tentèrent d'atteindre le sommet de l'Everest pendant une courte fenêtre de beau temps, soit le plus grand nombre de l'histoire de la montagne. Mais surtout, la fenêtre météo elle-même était le problème. Normalement, l'Everest offre de 7 à 11 jours de beau temps pour le sommet, répartis sur plusieurs semaines en mai. Différentes équipes peuvent échelonner leurs tentatives. Certaines y vont tôt, d'autres plus tard. Le trafic se répartit. Mais en 2019, après le passage du cyclone Fanny, les alpinistes ont eu peut-être 3 à 5 jours, c'est tout. Ce qui signifiait que chaque expédition qui attendait au camp de base depuis des semaines partait pour le sommet en même temps. Maintenant, si vous ne faites pas d'alpinisme, cela ne vous semble peut-être pas si grave. L'Everest est immense après tout. Mais voici ce que vous devez comprendre. L'ascension de l'Everest suit principalement un sentier en file indienne. Les passages techniques, comme le ressaut Hillary, n'autorisent d'aucune personne à la fois. Il est impossible de se précipiter. Vous vous attachez à la corde fixe, vous grimpez prudemment, et s'il y a 200 personnes devant vous, vous attendez votre tour. Les guides expérimentés savaient ce que signifiait le fait que des centaines d'alpinistes tentent d'atteindre le sommet en même temps. D'énormes retards, des embouteillages à 8200 mètres d'altitude et plus. Les alpinistes consomment leurs réserves d'oxygène rien qu'en restant immobiles. Les gens passent 12, 15, 18 heures dans la zone de la mort alors qu'ils ne devraient y rester que 10 heures, ce qui signifie qu'ils vont dépasser les limites d'exposition sans danger et manquer d'oxygène, ce qui veut dire que des gens vont mourir. Mais Kalpana avait déjà atteint le sommet de l'Everest. En 2008, elle connaissait cette montagne. Elle avait passé les 11 années suivantes à gravir le plus haut sommet de chaque continent. Elle avait gravi plusieurs montagnes sans oxygène. À 52 ans, elle était l'une des alpinistes les plus accomplies d'Inde. Et elle n'était pas là pour la gloire personnelle. Elle était là pour faire passer un message sur l'autonomisation des femmes et la coopération régionale. L'Office du tourisme du Népal avait qualifié cela de révolutionnaire. Les médias observaient. La même semaine, une autre alpiniste, Anjali Kulkarni, est morte dans des conditions presque identiques. Itinéraires différents, décisions différentes, même montagne, même embouteillage, même compte à rebours invisible. Alors, malgré la foule, malgré la fenêtre météo très courte, malgré tout ce qui inquiétait silencieusement les guides expérimentés, le 22 mai 2019, vers 21 h, Kalpana et son équipe ont quitté le camp 4 pour leur dernière tentative vers le sommet. Au-dessus d'eux, la montagne disparaît dans l'obscurité. Quelque part là-haut, à 900 mètres plus haut, se trouve le sommet. Ils allument leur lampe frontale, s'attachent aux cordes fixes et commencent à grimper. Leur plan est assez simple. Grimper toute la nuit, atteindre le sommet au lever du soleil et redescendre avec beaucoup de lumière du jour. Une ascension normale prend 10 à 12 heures aller-retour. C'est ce que le corps peut supporter dans la zone de la mort. Mais dès le début, il y a eu un problème. Kalpana avançait plus lentement qu'elle n'aurait dû. Au début, elle n'allait pas beaucoup plus lentement, mais quelque chose clochait. Chaque pas prenait un peu plus de temps. Chaque respiration semblait plus difficile. Ses guides Sherpa, Gelbu Sherpa et Pemba Chiri Sherpa l'ont remarqué immédiatement. Le rythme qui aurait dû permettre à un alpiniste d'atteindre le sommet en 10 heures n'était pas là. Ils ont continué à grimper, car les alpinistes y trouvent de parfois leur rythme après un départ lent, le corps s'adaptant en 1 ou 2 heures. Alors, ils ont continué à monter dans l'obscurité, espérant que Kalpana trouverait un rythme soutenable. Ce ne fut pas le cas. En fait, à 2h30 du matin, à environ 8400 mètres, à un endroit appelé le balcon, Kalpana s'arrête et s'appuie contre la roche. Sa respiration est lourde, même au repos.
Le balcon est généralement atteint 4 à 5 heures après avoir quitté le camp 4. À ce moment-là, elle grimpait depuis environ 5 heures et demie. Devant elle, Kanchi et Liamu montent régulièrement pour atteindre le sommet et redescendre en sécurité. En dessous de sur la corde, Gelbu Sherpa observe Kalpana avec une inquiétude grandissante. Il remarque la respiration lourde, le rythme lent, la façon dont elle s'appuie contre la montagne, comme si rester debout lui demandait un effort. Il a déjà vu cela chez d'autres alpinistes. Il sait ce que cela signifie. Il grimpe jusqu'à elle. « Didi, dit-il, utilisant le terme respectueux en hindi pour grande sœur, nous devons faire demi-tour. Tu n'avances pas bien. » Mais Kalpana secoue la tête. Elle reprend juste son souffle. Elle lui dit qu'elle ira bien dans une minute. « Ton rythme est trop lent, continue Gelbu. À ce rythme, tu n'atteindras pas le sommet avant très tard. Nous devons redescendre maintenant. » Mais elle le repousse d'un geste de la main. Gelbu essaye à nouveau, plus urgemment cette fois. « Ton corps te dit de t'arrêter. Si nous faisons demi-tour maintenant, nous pouvons retourner au camp 4 en toute sécurité. Nous avons encore le temps. » Mais Kalpana bouge déjà, saisit la corde au-dessus d'elle et se prépare à poursuivre l'ascension. Au cours de l'heure suivante, alors que Kalpana grimpe lentement au-dessus du balcon, Gelbu et Pembashiri l'exhortent à redescendre. À plusieurs reprises, ils lui font remarquer son rythme. Ils lui disent combien de chemin il lui reste et qu'elle n'atteindra pas le sommet ni ne redescendra en sécurité à ce rythme. Mais Kalpana refuse à chaque fois. Parce que pouvez-vous imaginer être à sa place à ce moment-là ? Vous avez 52 ans, un âge où la plupart des alpinistes d'élite prennent leur retraite. Vous avez passé 18 ans à prouver que vous avez votre place sur ces montagnes et vous n'êtes pas là pour vous-même. Vous êtes là pour porter un message. Les médias vous observent, votre pays vous regarde. Ce n'est pas juste une autre ascension, c'est un acte fort. Maintenant, vos Sherpas vous disent d'abandonner, de faire demi-tour, d'échouer. Vos coéquipiers, déjà au sommet, redescendent en sécurité. Si vous faites demi-tour maintenant, l'expédition est incomplète. Le message est affaibli. Les photos montrent 2 femmes, pas 3. Après toute la planification, l'attention médiatique et la collaboration entre 3 pays, vous seriez celui qui a échoué. De plus, vous avez déjà atteint le sommet de l'Everest et savez ce que cela exige. Vous n'êtes pas un alpiniste inexpérimenté. Et il y a cette voix dans votre tête qui dit « Vous êtes Kalpana Dash. Vous l'avez déjà fait. Vous avancez juste plus lentement aujourd'hui. Vous pouvez tenir bon. Vous l'avez toujours fait. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la confiance acquise au fil de 18 années à refuser d'abandonner, à prouver que tout le monde avait tort, à accomplir des choses que les gens disaient impossibles pour une femme d'une petite ville qui a commencé à 35 ans sans argent. Alors Kalpana fait son choix. Elle n'écoute pas les avertissements de son Sherpa. Elle continue de grimper heure après heure, pas après pas dans la douleur, avançant vers le sommet qui est juste là. Encore quelques heures. Ce que Kalpana ne sait pas, c'est que cette décision vient de lui coûter la vie. Mais nous y reviendrons plus tard. À 9 heures, Kanchi et Liamu atteignent le sommet. Ils ont grimpé pendant environ 12 heures depuis le camp 4, exactement comme prévu. Ils prennent leurs photos, ils hissent le drapeau Visite Népal 2020 et ils commencent immédiatement à redescendre parce que c'est ce qu'on fait quand on atteint le sommet de l'Everest. On ne traîne pas, on redescend, mais Kalpana est encore en train de monter. Elle se trouve à des centaines de pieds sous le sommet et avance à la moitié de la vitesse nécessaire, heure après heure, pas après pas, dans la souffrance. Ces bouteilles d'oxygène, prévues pour une ascension finale de 10 à 12 heures, s'épuisent dangereusement. Mais elle est si proche. Le sommet est juste là. À 11 heures du matin, elle grimpe depuis 14 heures. D'autres alpinistes la dépassent en redescendant, mais Kalpana continue de monter. Le Sherpa Gelbu est toujours avec elle, la pressant d'aller plus vite. Il s'inquiète de l'heure. Mais que peut-il faire? La forcer à redescendre, la porter physiquement à 8800 mètres d'altitude? C'est impossible. Vers 12h55, le 23 mai 2019, Kalpana Dash a atteint le sommet du mont Everest pour la 2e fois de sa vie. À ce moment-là, elle grimpe depuis près de 16 heures depuis le camp 4 à 6 heures de plus que la normale. Mais elle y est arrivée. Elle a levé les bras en signe de triomphe. Le drapeau Visite Népal 2020 est hissé. Des photos sont prises. Pendant un instant, Kalpana Dash s'est probablement sentie au sommet du monde. Comme si toutes les épreuves, tous les refus de faire demi-tour, toutes les heures de souffrance en valaient la peine parce qu'elle est là. Elle a atteint le sommet. Elle a mené à bien l'expédition des 3 femmes. Elle a tenu sa promesse à sa mère. Mais il n'y a pas de célébration, pas de cri de victoire de la part de ses guides Sherpas, et voici pourquoi.
Le temps de survie maximal dans la zone de la mort avec de l'oxygène supplémentaire est d'environ 16 à 20 heures, ce n'est pas une recommandation. C'est le seuil où le corps humain passe de la survie au fait d'être en train de mourir. Kalpana est restée au-dessus de 8000 mètres pendant 16 heures. Elle est à la limite supérieure en ce moment, debout au sommet, et elle n'a même pas encore commencé à redescendre. Du sommet au camp, il faut au minimum 4 à 5 heures de descente. Si elle descend au même rythme qu'à la montée, cela pourrait prendre 6 ou 7 heures, voire plus. Cela signifie qu'en atteignant la zone de sécurité, elle aura passé 22 à 23 heures dans la zone de la mort, soit 3 à 7 heures de plus que la durée jugée sûre par la plupart des alpinistes. Et en parlant d'oxygène, ces bouteilles sont presque vides. Elles grimpent depuis 16 heures. Ces bouteilles ne durent pas éternellement. Chacune contient environ 4 heures d'oxygène à un débit normal. Elle en est à sa 4e bouteille, peut-être la dernière. Kalpana venait de se mettre dans une situation où la survie devient presque mathématiquement impossible. Mais elle ne le savait pas encore, donc, vers 13 heures, en entamant la descente depuis le sommet, Kalpana trouve ses premiers pas étranges. Sa jambe droite réagit lentement, comme s'il y avait un décalage entre le moment où son cerveau envoie l'ordre et celui où sa jambe le reçoit. Elle fait un autre pas, même chose. Sa respiration, déjà laborieuse au sommet, empire. Chaque inspiration lui semble incomplète. Elle inspire aussi fort que possible à travers son masque à oxygène, mais c'est comme respirer à travers une serviette mouillée. Puis la douleur commence. Les 2 jambes, une douleur aiguë et profonde. Ce n'est pas une courbature, c'est autre chose. Gelbu et Pembachiri la voient en difficulté. Ils se déplacent immédiatement à ses côtés, les bras sous ses épaules. Ils ne la guident plus, ils la soutiennent. Didi, un pas à la fois. On va te faire descendre ? Ils commencent à descendre lentement, un pas à la fois, comme promis, avec le Sherpa qui supporte la majeure partie de son poids. À 8800 mètres bouger est déjà difficile quand on est en bonne santé. Quand on porte pratiquement quelqu'un, chaque pas est un combat. Ils descendent peut-être 60 mètres, peut-être 90. Les jambes de Kalpana lâchent sans cesse. Les Sherpas la rattrapent, la soulèvent et continuent d'avancer. Vers 14 heures, ils avaient peut-être descendu 180 mètres. Ils sont maintenant à environ 8650 mètres, toujours bien dans la zone de la mort, à plusieurs heures encore du camp 4, et l'état de Kalpana empire. Sa respiration devient désespérée. Des halètements saccadés qui donnent l'impression qu'elle se noie. Ses jambes ne fonctionnent plus du tout maintenant. Les Sherpas la portent, la traînent, avancent aussi vite qu'ils le peuvent. Mais à cette altitude, aller vite signifie peut-être 30 mètres par heure quand on porte quelqu'un. Gelbu regarde le visage de Kalpana à travers ses lunettes. Ses yeux ont du mal à faire le point. Sa peau devient grise. Il a déjà vu ça. Il sait que ses heures sont comptées. Il continue de descendre. À 15 heures, ils atteignent 8400 mètres au balcon et s'arrêtent exactement sur la même corniche où, 14 heures plus tôt lors de l'ascension, Gelbu avait supplié Kalpana de faire demi-tour. Il dépose de Kalpana sur la plateforme, elle s'effondre contre la roche. Sa poitrine se soulève à chaque respiration. Le Sherpa Gelbu s'agenouille à côté d'elle et vérifie son masque à oxygène. Le manomètre indique vide. La bouteille s'est probablement vidée quelque part entre le sommet et ici. Il sort une bouteille d'oxygène de rechange de son sac. Ses mains tremblent, non pas à cause du froid, mais pour une autre raison. Il déconnecte la bouteille vide et branche la nouvelle, ajuste le débit, mais rien ne change. La respiration de Kalpana ralentit. Les halètements désespérés devenaient plus courts, plus faibles. Pembachiri se déplace de l'autre côté d'elle, il l'appelle par son nom. « Didi, reste avec nous, on y est presque, mais ils en sont encore loin. » Le camp 4 est encore à 450 mètres, en contrebas, encore à des heures de marche. Et le corps de Kalpana n'a plus rien à donner, sa respiration devient irrégulière. Un halètement, une pause, un autre halètement, une pause plus longue, puis sa poitrine cesse de bouger. Gelbu la secoue, rien. Ils se regardent, et ils savent tous les deux ce que cela signifie. Ils l'ont déjà vu chez d'autres alpinistes. Quand la respiration s'arrête à 8400 mètres, il n'y a pas de retour possible. Elle est partie. Cette femme s'entraînait seule sur les marches d'un temple, faute de moyens pour des installations professionnelles, refusant d'abandonner même quand son corps lui criait de faire demi-tour, était partie. Les 2 Sherpas font maintenant face à un choix que nul ne devrait avoir à faire. Parce qu'à 8400 mètres, le sauvetage est impossible. Les hélicoptères ne peuvent pas voler aussi haut. L'air est trop rare pour générer de la portance. Descendre un corps de la zone de la mort prendrait 8, peut-être 10 heures d'efforts brutaux. Des efforts qui les tueraient, eux aussi. Ils peuvent rester là avec elle et mourir, ou ils peuvent la laisser et survivre. Ils choisissent de vivre, parce que sinon, leurs familles devront aussi les enterrer.
Jelbu sort la corde de son sac et attache son corps à la paroi rocheuse pour qu'elle ne tombe pas pendant l'opération de récupération qui viendra plus tard. Et puis il se détourne de Kalpana Dash et commence à descendre vers le camp 4. 5 jours plus tard, le 28 mai 2019, une équipe de Sherpas a réussi à récupérer son corps lors d'une opération de récupération dangereuse. Ils ont descendu progressivement ses restes jusqu'au camp de base. Le corps a été transporté à Lukla, puis évacué par avion vers Katmandou pour les formalités. Le 2 juin 2019, le corps de Kalpana est arrivé à l'aéroport international Biju Patnaik à Bhubaneswar dans l'Odisha. Son frère, Pradip, qui s'était rendu à Katmandou pour récupérer ses restes, l'a accompagné jusqu'à chez elle. Au complexe du stade Kalinga, son corps a été exposé pendant environ 1 heure tandis que des centaines de personnes se rassemblaient pour lui rendre un dernier hommage. L'équipement d'alpinisme qu'elle avait donné au musée d'État d'Odisha en 2017 a été exposé en hommage. Quand je repense aux derniers instants de Kalpana sur le balcon, je me demande ce qu'elle a pu ressentir. En a-t-elle eu conscience alors ? A-t-elle compris que les Sherpas avaient eu raison 18 heures plus tôt ? A-t-elle pensé à la photo de sa mère, à la promesse qu'elle avait faite ? Boassichi Everest. Maman, je viens de l'Everest. Elle est bien revenue de l'Everest. Elle a tenu sa promesse. Elle n'est pas rentrée comme prévu. Et c'est sans doute la part la plus cruelle de cette histoire. Pourtant, Kalpana a accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle est devenue la première personne de l'Odisha à atteindre le sommet de l'Everest. Elle est retournée à l'Everest en 2019 pour les bonnes raisons. Pour inspirer les femmes, pour promouvoir la paix, pour prouver que commencer tard et manquer de ressources ne doivent pas empêcher d'accomplir des choses extraordinaires. Elle a atteint le sommet, elle a réussi, elle a hissé le drapeau, elle a pris la photo et ce succès lui a coûté la vie. La fièvre du sommet est puissante. La volonté de réussir quand on a tout sacrifié est irrésistible. Et au-dessus de 8000 mètres, ton cerveau n'est plus capable de reconnaître quand cette volonté devient une condamnation à mort. La montagne ne se soucie pas des promesses, de la détermination ou des rêves de toute une décennie. Elle ne se soucie que du temps. Et Kalpana, qui s'est entraîné plus dur que presque tout le monde, qui a surmonté plus d'obstacles que la plupart des alpinistes n'en rencontreront jamais, a manqué de temps quelque part autour de la 18e heure de son ascension. 24 mai 1998, 7h50. Mont Everest. 28 000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Elle ne peut pas bouger. Ses jambes se dérobent. Ses mains sont gelées et raides. Ses yeux sont grands ouverts, fixant le vide. Et tout ce qu'elle peut murmurer encore et encore, c'est « Ne me laisse pas ». Je suis américain. Pourquoi me faites-vous ça ? Les alpinistes sont juste là. Elle peut les voir, les entendre. Ils la regardent, se regardent entre eux, puis ils s'éloignent. Elle les regarde partir. Quelques jours avant ce moment déchirant, un mot a scellé son destin. Cette alpiniste est déjà morte et elle le sait. Frances Arsentiev et son mari Sergueï ont pris une décision des mois avant de mettre les pieds sur l'Everest en 1998. Ils gravirèrent la montagne sans oxygène supplémentaire, ensemble, en véritables partenaires égaux. Frances deviendrait la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène en bouteille et Sergueï la guiderait jusque-là. C'était le rêve. Sur le papier, c'était un plan solide. Sergueï Arsentiev, son mari, était l'un des meilleurs alpinistes soviétiques du XXe siècle. Avant de devenir alpiniste, il était ingénieur électricien et concevait des systèmes de stabilisation de satellites pour les services de renseignement russes. C'était littéralement un ingénieur en aérospatial devenu alpiniste. Ses exploits parlaient d'eux-mêmes. Il faisait partie des rares alpinistes vivants à détenir le titre de Léopard des neiges, une distinction décernée à ceux qui ont gravi les 5 sommets soviétiques de plus de 25 000 pieds. Il a gravi la face nord de l'Annapurna en style alpin sans oxygène en 1991. Il avait même déjà gravi l'Everest sans oxygène en 1990 lors d'une ascension pour la paix réunissant les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc, ce n'était pas trop demandé. Frances elle-même était capable. Elle faisait partie des rares femmes à l'époque à avoir réussi l'ascension du mont Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord. Première américaine à descendre l'Elbrus à ski. Mais voici une chose à noter. Bien qu'elle ait grimpé jusqu'à 7500 mètres sur les sommets du Pamir à l'époque soviétique, elle n'avait jamais réussi à atteindre le sommet d'une montagne de 8000 mètres. L'Everest serait sa première tentative au-dessus de 8000 mètres, soit une marche de plus de 600 mètres. Ce n'est pas juste un écart. C'est un univers physiologique totalement différent.
Mais ils ont fait confiance au plan, et au printemps 1998, Francis et Sergueï sont arrivés au camp de base de l'Everest avec une seule idée en tête, entrer dans l'histoire. Leur itinéraire d'ascension était simple. Ils prévoyaient d'attaquer l'Everest par le versant nord, via l'arête nord-est avec une expédition russe composée de 5 membres. Comme les autres alpinistes au camp de base cette saison, ils ont pris leur temps pour se préparer car on ne peut pas arriver à l'Everest et grimper aussitôt au sommet. Votre corps s'effondrerait et vous mourriez. Ainsi, les alpinistes passent des semaines à monter et descendre la montagne par étapes, laissant leur corps s'adapter lentement à l'air raréfié. Ce processus s'appelle l'acclimatation et il consiste à gravir progressivement la montagne et à se reposer à certains camps pendant que votre corps apprend peu à peu à fonctionner avec moins d'oxygène. C'est lent, c'est méthodique et c'est la seule façon de survivre là-haut. Le 19 mai, Francis et Sergueï ont atteint le camp 6 à environ 26 000 pieds. Ils étaient maintenant dans ce que les alpinistes appellent la zone de la mort, où il n'y a pas assez d'oxygène dans l'air pour permettre à un être humain de survivre longtemps. Votre corps commence à mourir. Chaque heure passée ici signifie que vos muscles se dégradent, vos organes peinent et votre cerveau est peu à peu privé d'oxygène. Mais tout se passait comme prévu. Depuis le camp 6, ils allaient faire leur dernière ascension vers le sommet. Leur première tentative d'atteindre le sommet eut lieu dès le lendemain, le 20 mai, et c'est là que les choses commencèrent à mal tourner. Le plan était de quitter le camp 6 à 1h du matin, dans l'obscurité avec des lampes frontales pour éclairer. Partir au milieu de la nuit permettait d'atteindre le sommet vers midi, au moment le plus chaud, et de disposer de suffisamment de lumière pour redescendre en sécurité. Le timing est primordial sur l'Everest. Mais lorsque Francis et Sergueï se sont réveillés à 1h pour débuter l'ascension, les piles de leurs lampes frontales étaient en nuit morte. Le froid extrême à 8200 mètres les avait tués. Sans lampe frontale, ils ne pouvaient pas avancer en sécurité sur les terrains techniques de l'Everest la nuit. Ils ont donc dû attendre que le soleil se lève à 6h30 du matin. Au moment où ils ont enfin commencé à grimper, ils avaient déjà perdu 5h30. Ils avançaient en plus lentement que prévu sans oxygène supplémentaire et lorsqu'ils ont atteint une section rocheuse technique appelée le premier ressaut à environ 8500 mètres d'altitude, ils se sont rendus compte que les calculs ne tenaient plus. Il était trop tard dans la journée. S'ils continuaient, ils descendraient dans l'obscurité. Alors, ils ont fait demi-tour. Alors, ils sont redescendus au camp 6. 2 nuits déjà passées dans la zone de la mort. Quand Sergueï est arrivé aux tentes, il est allé voir la tente d'un autre alpiniste et membre de l'équipe au camp de base, Anatoly Mochnikov, et il lui a expliqué ce qui s'était passé. Anatoly a écouté. Ensuite, il a fait quelque chose qui montrait combien il était inquiet. Il a donné une batterie de rechange à Sergueï et proposé de grimper avec eux à leur prochaine tentative. Mais Sergueï a dit « Merci, mais non, ça irait ». Ils essaieraient de nouveau demain. Et le 21 mai, ils ont essayé de nouveau. Mais cette fois, leurs corps montrèrent déjà les effets de l'ascension de l'Everest sans oxygène supplémentaire. Ils ont à peine parcouru 90 mètres depuis le camp 6 avant de devoir s'arrêter. Leurs jambes étaient lourdes. Leur respiration était difficile, même au repos. L'effet cumulatif de 2 nuits, passées au-dessus de 26 000 pieds, commençait à se faire sentir. Ils sont donc redescendus au camp 6 une nouvelle fois. Encore une tentative ratée. Voilà 3 nuits passées dans la zone de la mort. Pendant ce temps, ce même jour, Anatoly, son ami, a réussi à atteindre le sommet de l'Everest. Et vers 18h, le 21 mai, il était déjà de retour au camp 6 après avoir atteint le sommet. Sergueï l'a félicité pour son succès et s'est plaint de leur tentative ratée. Anatoly a regardé Sergueï. Il savait que cet homme avait déjà conquis l'Everest et qu'il avait ce qu'il fallait pour survivre là-haut, mais il savait aussi ce que passer 3 nuits dans la zone de la mort fait au corps humain. Il venait lui-même d'atteindre le sommet ce même jour et savait exactement dans quel état il fallait être pour survivre là-haut. Et Francis et Sergueï n'étaient plus dans cet état. Alors il a dit à Sergueï « Descends avec moi, n'essaie pas à nouveau, tu es resté ici trop longtemps. Vos corps sont en train de lâcher. Chaque heure que vous restez, vous devenez plus faible, pas plus fort. » Et Sergueï a encore dit non. Il a remercié Anatoly pour son inquiétude, mais il a dit qu'ils allaient de bien. Ils allaient se reposer un jour de plus, laisser leur corps récupérer, puis ils feraient un dernier effort.
Maintenant, avant de penser qu'il s'agissait de pure témérité ou d'arrogance, comprenez ce que Sergueï calculait dans sa tête. Il avait réalisé en montagne ce que peu d'alpinistes pouvaient tenter. Sa femme était compétente. Ils ont presque atteint le sommet avant que l'heure limite ne les oblige à faire demi-tour. Plus important encore, ils avaient investi tout ce qu'ils avaient pour ce moment, aussi bien physiquement que financièrement. Ils avaient de refinancer leur maison pour financer cette expédition, passer des semaines à monter et descendre la montagne, acclimatant leur corps au froid et à l'air raréfié. Et Francis était si proche de réaliser son rêve, celui de devenir la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène d'appoint. Pourquoi abandonner maintenant ? Les psychologues appellent cela le biais des coûts irrécupérables. Plus vous avez investi dans quelque chose, plus il devient difficile d'y renoncer. Même lorsque partir est le choix le plus intelligent. Votre cerveau vous dit « Nous sommes allés trop loin pour abandonner maintenant. Nous avons trop sacrifié. » Ce n'est pas de la stupidité, c'est simplement la nature humaine. Alors, Anatoly est descendu pendant que Francis et Sergueï sont restés. Et 8 heures plus tard, à 2 heures du matin, le 22 mai, ils ont quitté le camp 6 pour leur 3e et dernière tentative. Et cette fois, quoi qu'il arrive, ils n'allaient pas faire demi-tour. Mais dès le début, ils ont eu des problèmes. Leur rythme était dangereusement lent. Après 4 nuits dans la zone de la mort, ils en portaient déjà les traces. Chaque pas donnait l'impression de marcher dans du béton. Leurs jambes brûlaient d'une douleur profonde et épuisante qui ne disparaissait pas, peu importe la durée de leur repos. En bas, au camp de base, Anatoly Chabanov, chef d'une expédition distincte, suivait plusieurs équipes d'alpinistes à travers un puissant télescope à grossissement 60 fois. À 10 heures du matin, environ 8 heures après que Francis et Sergueï aient commencé à grimper, Chabanov les aperçut au premier ressaut, à environ 8500 mètres d'altitude. Même à 3000 mètres, en contrebas, à travers le télescope, ils pouvaient voir à quel point ils avançaient lentement. À 14 heures, soit 4 heures, après avoir été repérés, ils n'avaient de grimper que jusqu'au deuxième ressaut, à 8600 mètres d'altitude. Ils avaient parcouru 230 mètres en 4 heures. Cela fait moins de 60 mètres par heure. À ce rythme, ils avançaient à peine. C'était problématique car 14 heures est une heure critique sur l'Everest. Le soleil se couche vers 18 heures. Si vous n'êtes pas au sommet ou près du sommet à 14 heures, vous allez redescendre dans l'obscurité. Et redescendre dans l'obscurité à 8500 mètres épuisés, c'est une condamnation à mort. Mais Francis et Sergueï étaient encore à 250 mètres sous le sommet. Ils auraient besoin d'au moins 4 heures de plus pour parcourir cette distance à leur rythme actuel. Ils devaient donc prendre une décision. Faire demi-tour maintenant et survivre, ou continuer à grimper vers le rêve qui les avait tous deux consumés, en sachant qu'à chaque minute, après 14 heures, cela signifiait moins de lumière du jour pour la descente, moins de marge d'erreur, moins de chances de revenir vivant. Ils ont continué à grimper. À 17h45, Rustam Radgopov, un autre alpiniste d'une expédition qui avait atteint le sommet avec succès plus tôt dans la journée, descendait lorsqu'il a croisé Francis et Sergueï sur la pente douce, à environ 90 mètres sous le sommet. Rustam était épuisé, il grimpait depuis avant l'aube et tout ce qu'il voulait maintenant, c'était atteindre un endroit sûr avant que son propre corps ne lâche. Mais lorsqu'il a vu Francis et Sergueï, ce qu'il a vu l'a arrêté net. Francis avançait selon ses rapports avec une lenteur agonisante. Elle s'asseyait fréquemment et peinait à chaque pas. Rustam comprenait parfaitement que cette tentative d'atteindre le sommet lui demandait toutes ses forces. À ce moment-là, le soleil était déjà bas à l'horizon, la température chutait rapidement et il n'avait même pas encore atteint le sommet. Malgré son épuisement, malgré son désir désespéré de redescendre en sécurité, Rustam a senti qu'il devait faire quelque chose. Alors, il s'est retourné et a remonté la montagne sur 45 mètres dans la lumière déclinante, juste pour essayer de les convaincre de faire demi-tour. Il leur a dit « Il est trop tard. Regardez le soleil, vous allez trop lentement. Faites demi-tour maintenant, tant qu'il y a assez de lumière pour voir la descente. » Mais Sergueï secoua la tête et, pour la 3e fois lors de cette tentative d'ascension, prononça un mot déchirant qui scellerait son destin. « Non, ne t'inquiète pas pour nous, nous irons bien, dit-il. » Radgopov regarda à nouveau Francis en difficulté. Elle n'avait pas l'air d'aller bien, mais que pouvait-il faire d'autre ? Il ne pouvait pas les forcer, et il devait aussi penser à sa propre survie.
Alors, Ouradkopov fit demi-tour et poursuivit sa descente. Et Francis et Sergueï continuèrent à grimper vers le sommet, tandis que le soleil déclinait, que la température chutait et que les ombres s'allongeaient. D'une façon ou d'une autre, ils ont tenu bon pendant les 30 minutes suivantes. Ils ont trouvé quelque chose, une ultime réserve de détermination et de désespoir qui les a portés alors qu'ils parcouraient la dernière centaine de mètres. Et vers 18h15, dans une lumière qui déclinait rapidement, sans oxygène supplémentaire, après 5 jours passés au-dessus de 8200 mètres, Francis et Sergueï ont atteint le sommet du mont Everest. Ils l'avaient fait. Frances Arsantiev est devenue la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire. C'était honnêtement un exploit historique et monumental digne des livres d'histoire. Mais il n'y avait aucune photo de célébration, aucun cri de victoire. Juste 2 personnes épuisées debout au sommet du monde dans la lumière déclinante, sachant déjà d'une certaine manière qu'ils sont en difficulté. Et voici pourquoi. Du sommet à 8848 mètres jusqu'au camp, 6 à 8199 mètres, il y a plus de 600 mètres de descente verticale. Dans de bonnes conditions et avec des jambes fraîches, il faut au minimum 4 à 5 heures. Mais Francis et Sergueï n'avaient ni de bonnes conditions, ni des jambes fraîches. Ils grimpaient depuis plus de 16 heures. Ils avaient passé 5 nuits dans la zone de la mort et le soleil se couchait déjà. Il leur restait peut-être 15 à 20 minutes de crépuscule utilisable avant l'obscurité totale. Ce qui signifiait qu'ils allaient descendre la plus haute montagne du monde pendant au moins 4 heures. Dans l'obscurité totale par des températures glaciales et sans oxygène. Sergueï savait que c'était du suicide. Il devait le savoir. Il pensait aussi qu'ils avaient un filet de sécurité. Tu vois, voici ce que je n'ai pas mentionné. Quand Sergueï a vu Roustam et lui a dit de ne pas s'inquiéter, c'est parce qu'il avait un plan de secours. Avant la tentative d'atteindre le sommet, lui et Francis avaient caché une réserve d'urgence à 8620 mètres, soit environ 230 mètres sous le sommet. Dans cette réserve, ils avaient stocké une bouteille d'oxygène, une tente et des vêtements chauds. L'idée était que, s'ils atteignaient le sommet tard et ne pouvaient pas redescendre jusqu'au camp, 6 dans l'obscurité, ils pourraient descendre jusqu'à la réserve, monter la tente, utiliser l'oxygène et passer la nuit à l'abri. Puis, le matin, avec la lumière du jour et de l'oxygène frais, ils descendraient les 1400 pieds restants jusqu'au camp 6. Ce n'était pas l'idéal. Passer une nuit à 28 280 pieds, même sous une tente, serait brutal. Mais c'était survivable. La tente les protégerait du vent, l'oxygène les aiderait à penser clairement, et le matin, ils pourraient y voir l'itinéraire. Ce que Sergueï ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que Radgopov était déjà passé devant leur réserve en redescendant. Et quand Radgopov a vérifié, il a vu que la bouteille d'oxygène était là, mais la tente sur laquelle il comptait, pour les abriter pendant la nuit à 8615 mètres, n'y était pas. En fait, elle se trouvait 900 mètres plus bas, à 7700 mètres. Elle n'avait jamais été dans la réserve. Pourquoi Sergueï pensait-il qu'elle y était ? Maintenant, c'est ici que nous devons être très prudents. Car ce que je vais vous dire n'est pas un témoignage oculaire confirmé, mais ce que des experts en alpinisme ont reconstitué à partir des preuves. Et les preuves racontent une histoire très précise. Voici les faits. Sergueï a dit à Radgopov qu'ils avaient une tente dans la réserve. Quand Radgopov a vérifié la réserve, il n'y avait pas de tente. Et comme Francis et Sergueï grimpaient sans le soutien des Sherpas, ils étaient entièrement responsables de transporter leur propre équipement en haut de la montagne. Personne d'autre n'aurait pu mettre cette tente dans la cache, seulement eux. À partir de ces faits, la conclusion logique est que Francis et Sergueï n'ont tout simplement pas réussi à monter leur tente de secours assez haut. Mais pourquoi ? Il existe 2 principales théories. La première est l'épuisement physique. Après 4 nuits dans la zone de la mort sans oxygène supplémentaire, leurs corps se consumaient eux-mêmes. Transporter 5 à 7 kilos supplémentaires de tente jusqu'à 8615 mètres était peut-être tout simplement au-delà de ce que leurs corps affaiblis pouvaient supporter. Ils avaient peut-être l'intention de la monter plus haut lors de l'une de leurs premières tentatives de rotation, mais ils n'ont tout simplement pas pu le faire. La deuxième théorie est plus troublante. À des hauteurs extrêmes, le cerveau humain dysfonctionne de manière spécifique et documentée.
L'une de ces façons est de confondre l'intention avec la réalité. Sergueï a peut-être vraiment cru que la tente était à la cache parce que son cerveau privé d'oxygène avait confondu le projet de monter la tente avec le souvenir de l'avoir montée. À 8500 mètres d'altitude, ce genre de défaillance cognitive n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Nous ignorons quelle hypothèse est vraie. Nous ne le saurons peut-être jamais, mais voici ce que nous savons. Francis et Sergueï descendaient avec confiance vers un filet de sécurité qui n'existait pas. Ils ont atteint leur dépôt à environ 8620 mètres, un peu après 19h30 dans l'obscurité totale. Ils ont trouvé la bouteille d'oxygène, ils ont trouvé le sac à dos presque vide et ils ont confirmé ce que Ragapov avait déjà vu. Il n'y avait pas de tente. Alors ils avaient le choix. Essayer de descendre encore 900 mètres jusqu'à l'endroit où se trouvait réellement la tente dans l'obscurité totale ou attendre le lever du soleil et avoir une chance de s'en sortir. Descendre 900 mètres dans ces conditions, c'était du suicide. Ils le savaient. Alors, ils sont restés et ont passé la nuit à la Belle Étoile à 8615 mètres sans abri, juste avec la bouteille d'oxygène de la réserve et les vêtements qu'ils portaient. Imaginez rester debout ou assis, exposé, pendant 10 à 12 heures à près de 8625 mètres dans des températures qui tueraient la plupart des gens en une fraction de ce temps. Votre corps s'arrête par étapes. Votre rythme cardiaque ralentit, votre respiration devient superficielle, votre cerveau, privé d'oxygène et de chaleur, commence à dysfonctionner. Votre corps n'a pas été conçu pour survivre à cela. Mais d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, Francis et Sergueï ont tous deux survécu jusqu'au matin. Quand le soleil s'est levé le 23 mai, ils ont essayé de redescendre. C'est là que les choses se compliquent vraiment. À un moment donné dans la matinée, Francis et Sergueï se sont séparés. Nous ne savons pas pourquoi. Ce que nous savons, c'est qu'à 9h35, le 23 mai, 5 alpinistes d'une expédition ouzbek tentant d'atteindre le sommet ont croisé Sergueï en train de descendre à 27 700 pieds. Ses premiers émots ont été « Où est ma femme ? N'est-elle pas descendue ?» Ils lui ont dit non, ils ne l'avaient pas vue. Et sans un mot de plus, Sergueï a continué à descendre vers le camp, 6 à 8200 mètres. Il ne savait pas encore où elle était, il ne savait pas si elle était vivante ou morte. Il savait seulement qu'elle n'était pas plus bas que lui. 1 heure plus tard, à 10h40, l'expédition d'Ouzbékistan a atteint le premier ressaut à environ 8500 mètres, et là, ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Ils ont vu une femme appuyée seule contre un rocher. Sa veste était ouverte et elle ne portait pas de harnais d'escalade, ce qui, à 8500 mètres d'altitude, était absurde. C'était Francis Arcentiev. Et en s'approchant, ils ont vu quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Les yeux de Francis étaient ouverts, mais ils ne fixaient rien. Ses pupilles étaient simplement dilatées, de grands cercles noirs qui ne réagissaient pas à la lumière. C'est un signe de lésion cérébrale grave. Ses doigts étaient gelés, complètement figés, après avoir passé la nuit exposés à 8611 mètres d'altitude. Les tissus de ses mains s'étaient cristallisés. Ses pieds étaient dans le même état. Le rapport de l'expédition ouzbek les décrit comme hors service. C'est une façon polie de dire qu'ils étaient détruits. Elle ne pouvait ni marcher ni se tenir debout. Elle ne pouvait même pas prendre appui dessus. Quand les alpinistes ont essayé de lui mettre un masque à oxygène sur le visage, elle n'a pas pu le garder. Ses mains gelées et maladroites l'ont tripoté et arraché. Voilà à quoi ressemble un œdème cérébral d'altitude à un stade avancé. Après 30 heures d'exposition à près de 8500 mètres, son cerveau enflait à l'intérieur de son crâne à cause du manque d'oxygène. Le gonflement détruisait son contrôle moteur, sa capacité à coordonner ses mains, ses jambes, ses mouvements. Mais cela n'avait pas encore détruit sa conscience. Elle était consciente. Elle pouvait voir des gens, elle pouvait entendre des voix, elle ne pouvait tout simplement pas faire en sorte que son corps fasse ce dont elle avait besoin. Elle était, dans tous les sens du terme, déjà morte. Son corps ne s'en était tout simplement pas encore rendu compte. Les alpinistes ouzbeks ont contacté le camp de base par radio et ont consulté les médecins de l'expédition. Ils lui ont donné des médicaments, ils lui ont administré de l'oxygène supplémentaire à 4 litres par minute. Ils lui ont massé les jambes et les mains, essayant désespérément de rétablir la circulation dans ses extrémités gelées.
Rien. Elle ne montrait aucun signe d'amélioration. Ils ont dû prendre une décision. Rappelez-vous, ils étaient eux-mêmes en train de tenter l'ascension du sommet. Ils grimpaient depuis avant l'aube, et il ne leur restait peut-être que quelques heures d'énergie utilisable pour atteindre le sommet et redescendre en toute sécurité. Alors, ils ont divisé leur équipe. 3 alpinistes ont continué vers le sommet, tandis que 2 sont restés avec Francis. Au cours des heures suivantes, ces 2 alpinistes ont tout essayé, mais un par un, ils ont finalement dû faire le même choix impossible. Ils devaient penser à leur propre survie. Leur propre oxygène venait à manquer. Leur propre corps s'épuisait. Alors, ils ont attaché Frances aux cordes fixes sur la montagne. Ils se sont assurés que l'oxygène arrivait bien dans son masque, puis ils l'ont laissé et sont partis vers le sommet. À 18h20, alors que le soleil se couchait, 2 des alpinistes ouzbeks, redescendant après avoir atteint le sommet, ont fait une dernière tentative pour la sauver. Avec des cordes, ils ont tenté de faire redescendre Francis le long de la montagne. Ils ont réussi à la déplacer d'environ 80 mètres vers le bas. Il semblait qu'ils allaient lentement mais sûrement la mettre en sécurité. Mais ensuite, Francis a commencé à avoir des convulsions. Le gonflement du cerveau dû à l'œdème cérébral d'altitude avait atteint un point critique. Les alpinistes ne pouvaient plus la déplacer. S'ils essayèrent de la descendre pendant qu'elle convulsait, elle glisserait hors des cordes. Elle tomberait. Et même s'ils arrivaient d'une manière ou d'une autre à la descendre, le stress physique de traîner une personne en pleine crise en bas de la montagne la tuerait probablement plus vite que de la laisser immobile. Alors ils ont attaché Frances à la corde une dernière fois. Ils se sont assurés que son oxygène fonctionnait toujours, puis ils sont descendus dans l'obscurité grandissante, la laissant sous ce petit rocher à environ 8425 mètres d'altitude. Que pouvait-il faire d'autre ? Et maintenant, Frances était vraiment seule à 8425 mètres, attachée à une corde sur le flanc du mont Everest. Alors que le soleil disparaissait, que la température chutait et que l'obscurité s'abattait sur la montagne. Elle était restée au-dessus de 8200 mètres pendant près de 6 jours. Lorsque les 3 premiers alpinistes ouzbeks sont arrivés au camp, 6 à 18 heures, ils ont retrouvé Sergueï et lui ont annoncé « Ta femme est vivante ». Elle est à 8500 mètres d'altitude. Elle ne peut pas bouger. Sergueï n'a pas hésité. Il a immédiatement commencé à se préparer pour remonter, sauver sa femme. L'équipe ouzbek a essayé d'aider. Ils lui ont donné une bouteille d'oxygène, du thé et des médicaments. Tout ce qui pourrait leur donner une chance à tous les 2. Alors qu'il montait, il a croisé Oleg Grigoriev, un autre alpiniste ouzbek qui descendait vers le camp 6 vers 20h40. Sergueï lui a demandé « Fran est-elle ici ?» Grigoriev a répondu « Elle est encore en vie ». Et Sergueï a continué à grimper dans l'obscurité vers elle. C'était la dernière fois que quelqu'un l'a vu vivant. Ce qui s'est passé dans la nuit du 23 mai 1998 reste également un mystère. Nous n'avons pas de témoins, seulement des éléments retrouvés plus tard qui ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ce que nous savons, c'est que Sergueï a rejoint Francis. Son piolet et sa corde ont été retrouvés à environ 45 à 60 mètres de l'endroit où Francis gisait le lendemain matin, ce qui signifie qu'il y est parvenu. On ignore si elle savait quand il est arrivé. Nous ne savons pas ce qu'il lui a dit, ni ce qu'elle lui a dit. Nous ignorons combien de temps il est resté avec elle, ni ce qu'il a tenté de faire. Ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné, pendant cette nuit-là, Sergueï est tombé, qu'il soit descendu pour chercher plus d'oxygène, qu'il ait essayé de trouver de l'aide ou qu'il ait simplement perdu pied dans l'obscurité et l'épuisement. Nous ne le saurons jamais. Et il est mort quelque part sur ce flanc de montagne, à environ 225 mètres, en contrebas de l'endroit où Francis reposait, laissant Francis à nouveau seul. Le lendemain matin, le 24 mai, une deuxième vague d'alpinistes a trouvé Francis encore en vie. Elle était maintenant restée à plus de 8200 mètres pendant près de 6 jours et exposée à l'air libre au-dessus de 8500 mètres pendant environ 36 heures. L'alpiniste ouzbek Elias Dukvatalin l'a rejointe le premier vers 7h50 du matin, suivi par l'équipe d'expédition sud-africaine composée de Jan Woodall, Cathy O'Dowd et de 4 Sherpas. Cathy en particulier s'est approchée et a regardé le visage de Francis, et ce qu'elle a vu est resté gravé en elle pour le reste de sa vie. La peau de Frances était d'un blanc laiteux et totalement lisse, comme une poupée de porcelaine. Ses yeux regardaient vers le haut, sans point fixe, avec des pupilles semblables à d'immenses vides sombres.
Ses longs cheveux noirs s'étalaient bien sur la neige. Elle avait l'air paisible, mais elle mourait de la manière la plus lente et la plus cruelle possible. Ian Woodall et le Sherpa Jangbui ont tenté de redresser Frances. Si elle pouvait supporter ne serait-ce qu'une partie de son poids sur ses pieds, l'idée était de la soutenir entre deux alpinistes et de l'aider à descendre, ou au moins de la déplacer vers une position plus sûre. Mais lorsqu'ils l'ont soulevée, ses jambes se sont effondrées sous elle comme des brins de spaghettis. Elles étaient complètement détruites après plus de 30 heures d'exposition. C'est alors que Frances a pris la parole. « Ne me laisse pas. Je suis américain. Je suis américain. Pourquoi tu me fais ça ?» Puis elle est revenue au début. « Ne me quitte pas. Je suis américain. Pourquoi me fais-tu ça ?» Encore et encore, sans qu'on le lui demande, sans réagir à leurs questions ni au son de leur voix. Elle ne leur répondait pas, elle ne réagissait pas à ce qu'ils disaient. Elle répétait simplement les mêmes 3 phrases en boucle comme un disque rayé. O'Dowd réalisa avec horreur que Frances ne communiquait pas réellement. Elle ne répondait pas. Elle produisait des fragments de langage. C'étaient les derniers mots d'un cerveau mourant. Comme une machine bloquée dans une boucle, son esprit répétait en boucle les seuls mots auxquels il avait encore accès. O'Dowd et Woodall ont passé près d'1 heure avec elle. Ils ont donné du thé à Frances, essayant de lui faire boire un liquide chaud. Ils ont vérifié ses jambes à nouveau, les massant, cherchant le moindre signe qu'elle fonctionnait, le moindre signe qu'elle pouvait bouger. Ils ont fait tout leur possible. Ce n'était pas suffisant. Elle était trop mal en point et ils devaient s'occuper d'eux-mêmes. Alors ils sont partis. Ils se sont redressés, se sont détournés et sont descendus. Francis était de nouveau seule, regardant des gens s'éloigner d'elle pour la 3e fois en 24 heures. Les heures passèrent, le soleil traversa le ciel. La température resta glaciale et Frances demeura attachée à cette corde, son corps s'éteignant lentement tandis que sa conscience persistait. Plus tard dans la matinée, des Sherpas l'ont rejointe. Ils l'ont trouvée encore en vie, répétant toujours ces mêmes phrases. « Ne me laissez pas. Je suis américain. Pourquoi me faites-vous ça ?» Vers 10h55, le 24 mai 1998, Frances Arcentieff est décédée. Elle était restée exposée aux éléments pendant environ 48 heures à ce moment-là. Elle avait vu des gens arriver, essayer de l'aider, puis repartir, et elle était morte en sachant, à quelque niveau de conscience qu'il lui restait, que personne ne reviendrait. Elle avait 40 ans. Avec le recul, il est clair ce qui a tué Francis et Sergueï. Ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas la météo. Ce n'était ni de l'incompétence ni de l'imprudence. Sergueï l'avait déjà fait auparavant. Il avait l'expérience. Il avait les compétences. Et Francis lui faisait entièrement confiance. Mais ce qui avait fonctionné pour Sergueï seul en 1990 ne tenait pas compte des variables auxquelles il faisait de face en 1998. Francis n'avait jamais escaladé une montagne de 28 000 pieds auparavant. L'écart d'expérience était énorme. Lors de leur 3e tentative d'atteindre le sommet le 22 mai, ils avaient déjà passé trop de temps dans la zone de la mort. L'ascension tardive a forcé une descente imprévue. La descente imprévue a provoqué une séparation et la séparation a entraîné la mort. Sur l'Everest, c'est à cela que ressemble le succès. La météo est stable, les cordes sont fixées, le sommet est proche et la file avance. Don Cash fait exactement ce qu'il est censé faire. Il ne panique pas, il ne prend pas de retard, il attend simplement. Mais au-dessus de 26 000 pieds, attendre n'est pas anodin. Chaque minute coûte quelque chose que votre corps ne peut pas remplacer. Ici, le temps, c'est de l'oxygène. Et l'oxygène, c'est la survie. La file devant ralentit, puis s'arrête. À première vue, rien ne semble anormal. Pas de tempête, pas d'effondrement, pas d'urgence. C'est justement ce qui rend ce moment si terriblement effrayant. À la fin, vous verrez comment, même en respectant les règles sur l'Everest, on peut se retrouver piégé sans pouvoir redescendre. Le 21 mai 2019, le jour qui a poussé les experts à parler de la saison d'alpinisme de 2019 comme de l'année qui a brisé l'Everest. Cela peut sembler exagéré, mais après avoir entendu l'histoire de Don Cash, vous comprendrez pourquoi ce ne l'était pas. Don était un cadre commercial de 55 ans de Sandy, dans l'Utah. Il a grandi à la ferme à Novelty, dans l'Ohio, et même enfant, Don était différent. À l'âge de 15 ans, il s'était déjà acheté une moto tout-terrain, une Volkswagen et un pick-up avec son propre argent.
Même adolescent, Don a toujours été indépendant, toujours en train de préparer le prochain coup. Après le lycée, Don a servi une mission mormone à Taipei et à Auckland. C'est là qu'il a acquis son éthique de travail et sa discipline. De retour, il a obtenu un diplôme en marketing, spécialisation chinois, à l'université de l'Utah. Et pendant qu'il était là-bas, il a rencontré sa future épouse, Monette Clayton. Ils se sont mariés en 1986 et au cours des 33 années suivantes, ils ont construit une vie ensemble. 4 enfants, 3 petites filles et une maison à Sandy. Une vie simple qui n'évoque pas vraiment la montagne. Il a même gravi les échelons de l'entreprise, passant d'une carrière très réussie dans la vente de technologies, faisant grimper les revenus des entreprises à des centaines de millions de dollars, à devenir vice-président des ventes internes mondiales chez BMC Software. Sa devise personnelle était simple. « Mon succès vient du succès des autres ». Et tous ceux qui ont travaillé avec lui disaient la même chose. Don te faisait croire que tu pouvais accomplir n'importe quoi. Pourtant, à un moment donné, Don est tombé amoureux des montagnes. Une fois qu'il a commencé à grimper, il n'a plus pu s'arrêter. Il s'est fixé un objectif, gravir les 7 sommets, le point culminant de chaque continent, un contraste total avec sa vie quotidienne. Au début des années 2000, il a atteint le sommet du Kilimandjaro en Afrique à 19 350 pieds, 41 pieds, puis la Concagua dans le sud, puis l'Elbrus en Europe et la pyramide de Carstens en Océanie. En janvier 2019, Don avait gravi 6 des 7 sommets. Mais son parcours pour atteindre ce record est honnêtement l'un des plus brutaux que j'ai étudiés. Par exemple, sur le Denali en Alaska, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, l'ascension de Don jusqu'au sommet a pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que Don n'était pas un athlète naturel. Il n'était pas rapide, mais il avait autre chose. Son fils Tanner décrira plus tard le style d'escalade de son père ainsi. « Ce n'est pas un gars rapide, mais il ne s'arrête jamais. Il travaille tellement dur. » Et sur le Denali, cette détermination l'a mené jusqu'au sommet. Mais elle l'a aussi maintenu là-haut trop longtemps. Au moment où il a commencé à redescendre, les dégâts étaient déjà faits. Des gelures s'étaient installées sur 3 doigts de sa main droite. Les médecins ont ensuite dû les amputer. La plupart des gens auraient pris cela comme un avertissement de la montagne et auraient reconsidéré les choses, peut-être trouvé un passe-temps plus sûr. Pas Don. Il s'est fait faire des prothèses qu'il portait en pendentif pour susciter la conversation. Il a transformé son amputation en blague pour prouver que rien ne pouvait l'arrêter. Après avoir perdu ses doigts, il disait aux gens « Au moins, j'ai atteint le sommet ». En janvier 2019, seulement 4 mois avant l'Everest, Don a gravi son 6e sommet, le mont Vinceau en Antarctique. À 4892 mètres d'altitude, c'est le sommet le plus élevé du continent et l'une des montagnes les plus isolées de la planète. Un alpiniste nommé Peter Lowry, originaire du Colorado, participait à cette expédition. Lui et Don ont partagé une tente pendant l'ascension et sur le Vinson, cela s'est reproduit. Cette fois, les gelures ont attaqué le nez de Don. Peter a vu les tissus commencer à mourir. Il a dit plus tard que Don avait en quelque sorte fait ses adieux à son nez et avait continué à grimper malgré tout. Le schéma était clair, Don repoussait toujours ses limites. Son corps en payait le prix et Don s'en moquait et continuait. Pour lui, ce n'était pas de l'imprudence, c'était ce qu'il fallait faire. Quand on lui demandait s'il avait un désir de mort, il répondait avec conviction « C'est en fait tout le contraire. J'ai un désir de vivre. Je veux vivre ma vie aussi pleinement que possible. » Et parfois, cela inclut un risque calculé. La vie est courte, aucun regret. Quand Don est revenu de Vinson à la fin janvier 2019, il lui manquait une partie du nez, mais il avait gravi son 6e sommet. Il ne lui restait plus qu'une montagne, l'Everest. C'était le sommet final, l'aboutissement de tout ce pourquoi il avait travaillé, et Don était déterminé à terminer ce qu'il avait commencé. Alors, en janvier 2019, Don a fait quelque chose de remarquable. Il a quitté son poste de vice-président chez BMC Software. Après 25 ans à gravir les échelons de l'entreprise, il est parti pour gravir la plus haute montagne de la Terre. Il a même annoncé un congé sabbatique de 5 mois sur LinkedIn et a indiqué son nouveau titre comme PDG alpiniste. Son plan était simple. Vinson en janvier, Everest en avril et mai, puis retour en juin pour commencer le prochain chapitre de sa carrière. Don pensait que son plan était infaillible. Il n'avait aucune idée de ce que le système lui réservait. Petite parenthèse dans ce chaos. Pour comprendre ce qui est arrivé à Don, il faut saisir la situation sur l'Everest en 2019 car ce n'était pas une saison d'escalade ordinaire. C'est ce que les experts appellent aujourd'hui l'année où l'Everest a craqué. D'abord, il y avait tout simplement trop de monde. Le Népal avait délivré un nombre record de 381 permis d'escalade à des étrangers ce printemps-là. Chaque permis coûte 11 000 $.
Cela représente 4,2 millions de dollars qui affluent dans les caisses du gouvernement népalais rien qu'avec les frais de permis. Maintenant, vous vous dites peut-être, d'accord, mais ils ont sûrement des critères, non ? Vous devez prouver que vous êtes qualifié pour gravir la plus haute montagne du monde. Voici les conditions pour obtenir un permis en 2019. 11 000 dollars et un certificat médical prouvant votre bonne santé, c'est tout. Pas de preuve d'ascension préalable ni d'exigence d'avoir atteint un sommet. Il suffisait d'un médecin attestant que vous n'auriez pas de crise cardiaque. Et bien sûr, l'argent. Donc, il y avait 381 personnes avec des permis, plus tous leurs sherpas et guides. Cela fait des milliers de personnes sur la montagne. Mais ça s'aggrave car début mai, un cyclone inattendu a balayé l'Himalaya. Et cela signifiait que les équipes chargées d'installer les cordes sur la montagne ont été retardées. Les expéditions prêtes à partir ont dû attendre. Tous sont restés bloqués au camp de base, guettant la météo, consommant temps, argent et oxygène. Lorsque la tempête s'est enfin dissipée et que les conditions se sont améliorées, les prévisions météorologiques ont révélé quelque chose d'inquiétant. Il n'y aurait que 5 jours où les vents seraient insuffisamment calmes pour tenter l'ascension en toute sécurité. À titre de comparaison, 2018 avait connu 11 jours consécutifs de beau temps, et il y avait tout de même eu des incidents. Lors d'une saison normale, les expéditions peuvent s'étaler. Certaines équipes partent tôt, d'autres partent plus tard. Chacun a sa chance sans qu'il y ait d'encombrement. Mais en 2019, tout le monde a dû partir en même temps. Et ça, c'était un énorme problème parce que l'ascension du mont Everest, ce n'est pas comme gravir une montagne ordinaire où l'on peut simplement marcher jusqu'au sommet. La montée se fait essentiellement sur un sentier en file indienne à la plupart des endroits. Il y a des passages où une seule personne peut passer à la fois. On s'attache aux cordes fixes et on attend son tour. Dans une année normale, ce n'était qu'un léger désagrément. Peut-être que 50 ou 60 personnes tentent d'atteindre le sommet lors d'une journée de beau temps. On attend un peu, on avance, on attend, on avance, c'est lent, mais ça avance. Mais en 2019, il y avait plus de 320 alpinistes qui essayaient tous d'atteindre le sommet pendant ce créneau très resserré. C'était la tempête parfaite. Mais Don ne le savait pas. Il croyait qu'il était entre de bonnes mains et cette croyance allait lui coûter la vie. Alors, qu'est-ce qui rendait Don si confiant ? Qu'est-ce qui lui faisait croire que le système le protégerait ? La réponse est simple. Il avait fait ses recherches, il avait engagé des professionnels, il avait suivi les règles. Ce n'était pas la première fois que Don se rendait dans l'Himalaya. En 2009, 10 ans avant sa tentative de l'Everest, Don avait emmené sa femme et leurs 4 enfants au camp de base de l'Everest. Ensemble, ils sont montés jusqu'à 17 000 pieds pour pouvoir voir la montagne, pour pouvoir comprendre ce que Don tenterait un jour. Ils lisèrent des livres sur l'Everest et regardèrent des documentaires ensemble. Sa famille croyait connaître les risques, ou du moins le pensait-elle. Pour cette expédition à l'Everest, Don a engagé Pioneer Adventure, une entreprise népalaise avec des années d'expérience sur l'Everest. Ce n'était pas le service le plus haut de gamme, ni le moins cher. Il a payé environ 35 000 dollars pour l'ascension. Ses guides étaient Lakpa Norbu Sherpa et Pasang Tenjing Sherpa. Tous deux sont des alpinistes expérimentés ayant atteint plusieurs fois le sommet de l'Everest. La veille de son départ pour le Népal, début 2019, Don a écrit une dernière entrée dans son journal de gratitude. Il a écrit « Aujourd'hui, je suis reconnaissant d'avoir ma famille. Au cas où ce serait ma dernière entrée de gratitude, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de grave sur l'Everest, je veux que tout le monde sache à quel point j'aime ma femme, mes enfants, toute ma famille et mes amis. J'ai eu une vie formidable. Dieu m'a béni. Je n'ai aucun regret. Je vous reverrai tous bientôt. » Don avait accepté la possibilité de mourir sur l'Everest. Il comprenait les risques, avalanches, crevasses, tempêtes, la zone de la mort. Mais ce qui allait arriver à Don était quelque chose que personne n'aurait jamais pu imaginer. Le 21 mai 2019 en soirée, camp 4 au South Col à 7900 mètres d'altitude. Don se tenait devant sa tente, vérifiant son équipement une dernière fois. Masque à oxygène, lampe frontale, pile de rechange. Autour de lui, d'autres alpinistes faisaient la même chose. L'air était raréfié là-haut. Chaque respiration semblait superficielle, incomplète. C'était le moment, son ultime ascension pour achever une quête de 10 ans. Don leva les yeux vers la montagne et ce qu'il vit aurait dû le rassurer. 150 lampes frontales serpentaient sur la montagne dans l'obscurité, empilées les unes sur les autres, comme une ligne lumineuse, disparaissant dans le ciel noir. Toutes ces personnes, toutes ces équipes, tous ces guides, ils n'étaient pas seuls. Cela semblait sûr, organisé. Après 18 heures,
Don s'est branché à son oxygène, a ajusté son sac et a commencé à grimper avec ses guides, Lakpa Nurbu et Pasang Tenjing. L'ascension finale vers le sommet avait commencé. Le plan était simple, grimper toute la nuit, atteindre le sommet au lever du soleil, redescendre avec beaucoup de lumière du jour. Une ascension jusqu'au sommet dure 8 à 10 heures aller-retour, ce que le corps supporte dans la zone de la mort. Don avançait exactement comme son fils Tanner l'avait dit, lentement et régulièrement, mais sans jamais s'arrêter. Un pied devant l'autre, continuant à monter dans l'obscurité. Mais en grimpant, il a commencé à rencontrer quelque chose qui a tout empiré. Cette file qu'il avait vue avant l'ascension finale était un embouteillage. Au passage technique, où les alpinistes devaient s'attacher aux cordes fixes et avancer un par un, les gens attendaient simplement debout là. À 8200 mètres, à 8500 mètres, ils attendirent leur tour pour avancer pendant que leur oxygène diminuait. Là-haut, l'oxygène, c'est du temps. Au ressaut Hillary, un mur de roche quasi vertical de 25 mètres juste sous le sommet, c'était encore pire. Cette section étroite ne pouvait accueillir qu'un seul alpiniste à la fois. Les alpinistes qui montaient devaient attendre ceux qui descendaient. Les alpinistes qui descendaient devaient attendre ceux qui montaient. Les retards s'étendèrent jusqu'à 2 heures, parfois plus, et pendant que Don attendait, le soleil continuait de se lever. Le ciel est passé du noir au bleu profond, puis à l'orange jusqu'au plein jour. Lorsque la file a finalement recommencé à avancer, des heures s'étaient écoulées. Certains alpinistes ont fait demi-tour, mais Don a continué à grimper parce que le sommet était juste là, à seulement quelques centaines de pieds. Et enfin, vers 5h30 du matin, le 22 mai, alors que le soleil se levait sur l'Himalaya, Don Cash a finalement atteint le sommet du mont Everest à 8848 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le point le plus élevé de la Terre. Des années de rêve se sont enfin réalisées. Immédiatement, Don a sorti son téléphone satellite avec des mains tremblantes. Il respirait par petites bouffées à travers son masque à oxygène. La connexion grésillait. Lorsque son fils Tanner a répondu, la voix de Don était remplie de pure joie. « Je me sens béni d'être sur la montagne dont j'ai lu tant d'histoires ces 40 dernières années. » Don devait être très ému et on comprend aisément pourquoi. Parce que pouvez-vous imaginer 40 ans à lire au sujet de cette montagne, des décennies à regarder des photos, des mois à rêver de se tenir au sommet du monde, 6 sommets gravis, 3 doigts perdus, une partie de son nez disparue, tout cela menant à ce moment. C'était l'apothéose, la ligne d'arrivée, tout ce qu'il avait sacrifié, tout ce pourquoi il avait travaillé, tout ce en quoi il croyait pour vivre pleinement valait la peine. Don a raccroché le téléphone et a regardé autour de lui. L'Himalaya s'étendait dans toutes les directions sous ses yeux. Le ciel était dégagé, le soleil se levait. Il y était arrivé. Il a sorti son appareil photo et a commencé à prendre des photos, les drapeaux de prière flottant au vent, la vue dans toutes les directions. À ce moment-là, alors qu'il prenait ses photos, les jambes de Don ont cédé. Il est tombé en avant dans la neige. Au sommet du mont Sandozillion, sans aucun avertissement, Don Cash, l'homme qui ne s'arrêtait jamais, s'est arrêté. Voici ce qui s'est probablement passé. Don avait grimpé pendant plus de 12 heures, soit 4 à 6 heures de plus que la normale. Et pendant ce temps, son corps était en train de mourir. Parce qu'au-dessus de 8000 mètres, vous êtes dans ce que les alpinistes appellent la zone de la mort. Le nom dit tout. À cette altitude, il n'y a pas assez d'oxygène dans l'air pour maintenir la vie humaine. Votre corps commence à s'arrêter. Vos cellules sont affamées, votre cerveau enfle, votre sang s'épaissit, et le calcul de l'oxygène est impitoyable. À des débits élevés, une bouteille d'oxygène standard de 3 litres dure 3 à 4 heures. L'ascension de plus de 12 heures de Don signifiait qu'il avait consommé 3 à 4 bouteilles rien que pour atteindre le sommet. Son corps avait atteint sa limite, puis il y a eu le temps passé au sommet. L'appel téléphonique, les photographies, le sentiment écrasant de fierté et d'accomplissement, tout cela en se tenant sur un sommet large de seulement 1 mètre. Après sa chute, ses 2 guides Sherpa, Lakpa Nurbu et Pasang Tenjing, se sont agenouillés à ses côtés presque immédiatement. Ils ont commencé la réanimation et les compressions thoraciques à 8848 mètres, là où l'air est si rare que vos poumons brûlent à chaque respiration. C'est très risqué, mais ne rien faire l'était tout autant. Ils ont augmenté la pression de son oxygène, massé ses membres. Ils ont tout fait pour le ramener à la vie. Et chose remarquable, cela a fonctionné. Les yeux de Don se sont ouverts. Il pouvait les voir. Il pouvait communiquer. Pouvez-vous imaginer le soulagement des Sherpas à ce moment-là? Ils l'avaient ramené à la vie. Il était vivant. Il était conscient. Mais ensuite, ils ont essayé de l'aider à se lever. Et Don n'y arrivait tout simplement pas. Ses jambes ne répondaient plus. Don était conscient.
Il voyait. Il pouvait parler, mais son corps s'était complètement arrêté. Et à 8848 mètres d'altitude, c'était une condamnation à mort. Parce que si vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez pas redescendre. Si vous ne pouvez pas redescendre, vous mourrez. Ce bouchon a-t-il plus de sens? Les Sherpas devaient décider. Ils pouvaient rester avec Don au sommet, tout tenter, et espérer qu'il se rétablisse, en sachant qu'à chaque minute passée là-haut, tous les trois mourraient lentement, ou ils pouvaient essayer de le descendre. Ils ont choisi de le descendre. C'était alors une tâche presque impossible. Déplacer un alpiniste hors d'état de marcher dans la zone de la mort à une altitude extrême demande une force et un courage extraordinaires. Mais Lakpa Norbu et Pasang Tenzing n'ont pas hésité. Ils ont commencé à traîner Don vers le bas depuis le sommet. Ils ont parcouru 80 pieds de dénivelé, 80 pieds depuis l'endroit où Don avait réalisé son rêve. Ils ont atteint le ressaut Hilary. Et c'est là que cette histoire passe de déchirante à l'une des morts les plus brutales que j'ai jamais étudiées. Parce que lorsque Lakpa Norbu et Pasang Tenzing ont atteint le ressaut Hilary avec Don, leur cœur s'est serré en voyant ce qui les attendait en contrebas. Ils ont vu une file de plus de 200 alpinistes, tous en train de monter la montagne. Rappelez-vous, au ressaut Hilary, il n'y a qu'une seule corde fixe. Une seule personne peut passer à la fois. Si quelqu'un monte, vous attendez. Si quelqu'un descend, vous attendez. Dans des conditions normales, vous pourriez attendre 10 minutes, 15 minutes, c'est agaçant, mais gérable. Mais cette fois, plus de 200 alpinistes essayèrent de passer par la même section étroite, et Lakpa Norbu et Pasang Tenzing ne pouvaient pas les dépasser. Ils ne pouvaient pas se frayer un chemin. Ils ne pouvaient pas déplacer Don autour de la file. La seule route vers la sécurité était bloquée. Alors, ils ont attendu leur tour, avec Don allongé dans la neige entre eux à 8770 mètres d'altitude. Dans la zone de la mort, Pioneer Adventure rapportera plus tard qu'ils ont attendu leur tour pendant au moins 2 heures. 2 heures. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le camp 4 avec un abri, des fournitures médicales et une chance de stabiliser Don se trouvait seulement à 820 mètres plus bas. Normalement, cela prend 4 à 6 heures de descente, mais ils étaient immobilisés non pas à cause des éléments, mais à cause d'accidents causés par l'homme. Et pendant qu'ils attendaient, Don mourait. Les Sherpas ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont donné à Don leur propre oxygène, sacrifiant leur propre marge de survie pour essayer de le maintenir en vie. Ils l'ont gardé aussi au chaud que possible dans le vent et lui parlaient pour le maintenir conscient. Mais la réalité brutale de la zone de la mort, c'est que votre corps ne peut survivre là-haut que pendant un certain temps. Et Don était déjà resté à plus de 8000 mètres, pendant plus de 12 heures, sa température corporelle chutait. Le froid à cette altitude, combiné à l'épuisement, mettait son organisme à l'arrêt, système après système. Les Sherpas continuèrent de veiller sur lui, essayaient sans cesse de le garder réactif. Mais à mesure que les minutes se transformaient en heures, ils le voyaient s'éteindre. Ils espéraient qu'il tienne le coup, car c'était tout ce qu'ils pouvaient faire. Espérer que la file avance pour le descendre au camp 4 avant qu'il ne soit trop tard. Mais elle avançait trop lentement. Et puis, à un moment donné, pendant ces 2 heures d'attente, Don s'est effondré une seconde fois. Les Sherpas ont immédiatement recommencé la réanimation. Massage cardiaque à nouveau, oxygène à nouveau. Tout ce qu'ils avaient fait auparavant l'avait ramené la première fois. Mais cette fois, il n'y avait aucune réaction. Les yeux de Don ne se sont pas ouverts. Sa poitrine ne s'est pas soulevée. Son corps n'a pas réagi. Cette fois, c'était fini. Donald Lynn Cash est mort à la Hilary Step à 24 mètres de l'endroit où il avait réalisé son rêve de 40 ans à 820 mètres au-dessus d'un endroit sûr. Il n'est pas mort d'une avalanche, d'une chute, d'une tempête ni d'aucun risque pour lesquels il s'était préparé et s'y était résigné. Il est mort dans un embouteillage sur le mont Everest, faisant la queue, son corps lâchant, pendant que 2 Sherpas ayant risqué leur vie pour le sauver le regardaient, impuissants. Le système qui lui avait pris ses 35 000 $ et lui avait délivré un permis n'a pas pu le ramener vivant. Le plus triste, c'est que Don n'était pas le seul à être mort cette saison-là. La saison de printemps 2019 a tué 11 alpinistes sur l'Everest. 4 étaient des ressortissants indiens, 2 Irlandais, 2 Américains, dont Don, un Britannique, un Autrichien et un Népalais. Et ces décès avaient quelque chose de troublant en commun. La plupart sont morts d'épuisement, coincés dans des embouteillages, à court d'oxygène en attendant leur tour. Mais il y a un détail troublant concernant la mort de Don. Vous vous souvenez de Peter Lowry, l'alpiniste qui partageait une tente avec Don sur le mont Vinson et l'a vu manquer de perdre son nez à cause des engelures 4 mois avant? Peter a atteint le sommet de l'Everest le 23 mai, un jour après la mort de Don.
Et en montant, il a croisé le corps de Don, toujours dans sa combinaison en duvet éclatante, ses bottes à moitié recouvertes de neige, mort depuis moins de 24 heures. Peter a déclaré aux journalistes « Je pensais voir des corps datant de 5, 10, 20 ans, pas de cette saison. Je ne m'étais pas préparé mentalement à voir des personnes mortes depuis moins de 24 heures. 4 mois plus tôt, ils avaient partagé une tente, partagé des histoires, partagé le même rêve. Maintenant, Peter enjambait son corps en montant vers le sommet. Voilà ce qu'est devenu l'Everest. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment une montagne qui a été gravie des milliers de fois peut-elle devenir un piège mortel? La réponse ne vient pas de la montagne mais de l'économie. Le ministère du Tourisme du Népal ne mesure pas le succès au nombre d'alpinistes survivants, mais aux revenus sans suivre cette statistique. Le tourisme représente environ 7% du PIB total du Népal. Cela représente entre 40 000 et 50 000 travailleurs saisonniers dont les moyens de subsistance dépendent de l'Everest. Le gouvernement népalais a gagné 4,2 millions de dollars grâce au permis en 2019, mais ce n'est que le début. Les alpinistes dépensent de l'argent pour les guides, l'équipement, les porteurs, la nourriture et le logement. L'impact économique total se chiffre à des centaines de millions de dollars. Alors, quand on demande pourquoi le Népal n'impose pas des exigences plus strictes, la réponse est simple. Ils ne peuvent pas se le permettre. Chaque restriction qu'ils ajoutent leur coûte de l'argent. Chaque alpiniste refusé représente une perte de revenus. Et pour un pays où le revenu annuel moyen est d'environ 100 $, ce n'est pas un choix qu'ils peuvent faire facilement. Ce problème se reflète dans la façon dont le Népal applique ses réglementations, ou plutôt, ne les applique pas. Après les décès survenus en 2019, le Népal a annoncé de nouvelles règles. Les alpinistes devraient prouver qu'ils ont atteint des sommets de plus de 18 000 pieds. Les sociétés de guides devraient avoir 3 ans d'expérience dans l'organisation d'expéditions en haute altitude. Cela semblait impressionnant, sérieux, comme si le Népal prenait enfin la sécurité au sérieux. Mais certains experts ont qualifié cela de théâtre réglementaire, des propositions conçues pour donner l'impression d'agir sans rien changer en réalité. Ils avaient raison. L'interdiction de l'alpinisme en solo a été introduite en 2017, puis réintroduite en 2019, puis de nouveau en 2023, puis encore en 2025. Jamais appliquée. Des exigences d'expérience ont été proposées à plusieurs reprises, jamais appliquées. Le schéma est clair. Tous les quelques années où il y a une tragédie, puis de l'indignation, puis des promesses, puis le retour à la normale, puis encore des morts. La saison 2020 a été annulée à cause du Covid-19. Lorsque l'alpinisme a repris en 2021, le Népal a délivré plus de 400 permis. En 2023, ils ont délivré un record de 478. Permis 17 à 18 personnes sont mortes cette saison-là, plus qu'en 2019. Le système qui a coûté la vie à Don Cash fonctionne toujours exactement de la même manière. Le corps de Don reste toujours en haut de l'Everest. La récupération coûterait entre 40 et 70 000 $. Cela implique aussi que 10 Sherpas risquent leur propre vie. Sa famille a choisi de ne pas tenter l'opération. Selon la nécrologie de Don, il avait demandé à ce que son corps reste sur la montagne. Sa famille n'a jamais poursuivi Pioneer Adventure ni blâmé publiquement les guides. Le frère de Don a envoyé un message au Népal. Veuillez dire à Norbo et Tenzing que notre famille leur exprime une profonde gratitude pour leurs efforts héroïques pour sauver Don. La dignité de la famille. C'est beau, mais voici ce que leur dignité ne peut pas changer. Don a fait la paix avec l'idée de mourir sur l'Everest. Il en a parlé dans son journal. Il comprenait les risques, les avalanches, les crevasses, les tempêtes, mais il n'a pas accepté de mourir dans une file d'attente. Il ne s'était pas préparé à un système qui privilégiait les revenus plutôt que les vies humaines. Il n'avait pas envisagé le risque que 200 personnes bloquent sa seule voie vers la sécurité. Don a vécu pleinement. Il a réalisé son rêve et s'est tenu au sommet du monde. Mais à 25 mètres de ce sommet, un embouteillage l'a tué. Et 5 ans plus tard, cette file d'attente est toujours là. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo, restez audacieux et vivez avec courage.